Bonjour et bienvenue dans cette 16e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire du calcul scientifique avec SciPy. À l'intérieur de ce package, on retrouve des outils absolument incroyables pour faire du machine learning. Et bizarrement, pas mal de data scientists oublient de les utiliser, ces outils-là. En l'occurrence, on va voir comment faire des interpolations, de l'optimisation de problèmes, du traitement du signal, et ça va inclure la transformée de Fourier qui est extrêmement puissant pour filtrer des signaux. Et on terminera cette vidéo en voyant comment faire du traitement d'image avec NDImage. Et je téléchargerai même en live une image qui nous vient d'internet pour en faire l'analyse avec différentes techniques et en retirer des informations intéressantes dans un tableau NumPy. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, quand on consulte la documentation officielle de SciPy, qui est disponible à cette adresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, eh bien on peut se rendre compte que dans SciPy, on a tout un tas de petits modules qui nous permettent de faire des actions scientifiques bien précises. Par exemple, on va retrouver un module pour faire de l'algèbre linéaire ou un module pour faire des statistiques. En fait, c'est un peu comme dans NumPy, on avait aussi linalg et stats. Donc bon, l'algèbre linéaire et les stats, on les a déjà vus dans NumPy, je vais pas vous les remontrer ici. À la place, on va s'intéresser tout de suite au module interpolate. En data science, il arrive souvent qu'on ait à disposition des datasets dans lesquels il manque des valeurs. Il peut y avoir plein de raisons à ça. Par exemple, on peut avoir deux capteurs qui collectent des données avec des fréquences d'acquisition différentes. Par exemple, le capteur 1 récolte des données chaque seconde, alors que le capteur 2 récolte des données une fois toutes les 3 secondes. Alors, quand on est dans cette situation, on peut se dire « Ah, c'est dommage, on peut seulement se servir d'un tiers de nos données, vu que les deux tiers restants, il y a des problèmes de correspondance entre nos deux signaux. » Sauf que ces valeurs ne sont pas gâchées pour autant, à condition qu'on puisse les interpoler. Donc pour vous illustrer tout ça, imaginez que le deuxième capteur, il nous donne les points suivants. Et nous, ce qu'on aimerait faire, ce serait d'interpoler, c'est-à-dire de placer plus de points entre nos différents points bleus. Donc pour faire cette interpolation, on va utiliser la fonction interp1d, qui est à l'intérieur du module interpolate. Et cette fonction, elle va nous permettre de générer une autre fonction, disons f, qui est justement notre fonction d'interpolation. Donc on va écrire f est égal à interp1d, et à l'intérieur de ça, on va faire passer les données qui doivent être interpolées, c'est-à-dire les données x et y, et on va également préciser quel type d'interpolation on veut avoir. Donc le type d'interpolation le plus basique qui existe, c'est l'interpolation linéaire, qui nous trace une ligne entre deux points. Donc maintenant qu'on a écrit cette ligne, on a une fonction f dont on dispose, et qu'on peut utiliser comme on veut. Par exemple, on va pouvoir passer dans cette fonction f un nouvel axe x dans lequel on va avoir, disons cette fois-ci, 30 points. Donc on écrit np linspace jusqu'à 30, et cette fois-ci on va faire passer f du new x, et ça, on va l'enregistrer dans une variable qui s'appelle result, qui va donc être le tableau NumPy qui va contenir les différents points qu'on veut avoir sur notre graphique. Et pour finir, avec juste deux lignes de Matplotlib, on va afficher notre dataset avec les points interpolés, et donc ça nous donne le résultat suivant. Maintenant, quand on procède à une interpolation, il faut être très vigilant à ce qu'elle ne cache pas ce qui se passe dans la réalité. Par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'entre nos différents points bleus, il se produit en réalité des oscillations. Mais ça, on n'a pas pu l'observer, simplement parce que notre fréquence d'acquisition était trop faible sur notre capteur 2. Or, si on procède une interpolation bête et méchante en se disant « Oh bon, bah ça suit un pattern quadratique », eh ben on va complètement louper ces oscillations, et ça peut donner des résultats très graves pour notre dataset. Maintenant, pour finir, on pourrait parler un tout petit peu des différents types d'interpolation qui existent. Donc ici, on avait utilisé le type linéaire, qui a plutôt bien fonctionné, mais si par exemple, on avait un dataset qui ressemblait à ça, et que l'on exécute notre code avec une interpolation linéaire, eh ben c'est pas joli joli. Dans ce cas-là, on préfère prendre peut-être une interpolation, disons, cubique. Ce qui nous donne tout de suite un résultat plus sympa. Donc des types d'interpolation, il y en a tout plein, ils sont documentés dans la référence SciPy, je vous mets l'adresse dans la description, et là on peut trouver le mode linéaire, nearest, quadratique, cubique. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles jouer, moi je vous conseille d'essayer 2-3 combinaisons pour voir ce que ça donne, mais c'est également important de comprendre que veut dire d'un point de vue mathématique une interpolation quadratique ou bien cubique. Ça va vous permettre d'être un meilleur data scientist. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le module Interpolate dans cette vidéo.
Sachez toutefois qu'il existe la même fonction en 2D, mais elle fonctionne exactement de la même manière, donc vous ne devrez pas avoir de mal à l'utiliser. Maintenant, on va tout de suite passer au module Optimize. Bon, quand on parle d'optimisation, on fait le plus souvent référence à des problèmes de minimisation. Donc à l'intérieur du module Optimize, on va retrouver une fonction Minimize avec plein d'algorithmes de minimisation, mais on va également trouver des fonctions qui nous permettent d'optimiser le placement d'une courbe à l'intérieur d'un nuage de points, notamment la fonction CurveFit qu'on va voir dans un instant. Et on trouve aussi de quoi faire de la programmation linéaire qui nous permet de résoudre un problème d'optimisation tout en respectant certaines contraintes. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet-là. En attendant, dans cette vidéo, on va parler de la fonction CurveFit et de la fonction Minimize. Donc cette fois-ci, imaginons qu'on ait ce dataset, qui est juste un polynôme de degré 3, dans lequel j'ai rajouté un petit peu de bruit. Ce qu'on voudrait faire, ça serait de développer un modèle statistique qui rentre parfaitement bien dans notre nuage de points. Pour ça, on pourrait utiliser la fonction CurveFit, qui se sert de la méthode des moindres carrés pour trouver les meilleurs paramètres A, B, C, etc. d'un modèle qu'on aura fourni à notre fonction. Donc pour utiliser cette fonction, il faut d'abord qu'on définisse un modèle. Donc on va créer un modèle f qui va être fonction de x ainsi que de différents paramètres, a, b, c, d par exemple. Et on va dire qu'on a f de x égale ax cube plus bx carré plus cx plus d. Maintenant ce modèle, on va pouvoir le donner à la fonction CurveFit. Donc on va tout d'abord importer le module Optimize. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser CurveFit et faire passer notre modèle f ainsi que les données qu'il y a dans notre dataset, c'est-à-dire x et y. Donc on écrit f, x, y. Et si on exécute ça, alors ça nous donne deux tableaux NumPy. Dans le premier, on va trouver les différents paramètres de notre modèle, donc le paramètre A, le paramètre B, le paramètre C et le paramètre D. Et dans le deuxième tableau NumPy, on va retrouver les différentes covariances qu'il y a entre ces paramètres. Autrement dit, c'est la matrice de covariance de notre modèle. Mais celui-là, il n'est pas très important pour cet exercice. Donc on va enregistrer ces deux tableaux dans des variables, params et paramcov. Et maintenant, c'est fini. Avec Matplotlib, on peut afficher notre modèle en fonction de x. On va écrire f de x, virgule, param 0, puisque ça va être notre paramètre A. Puis on va faire params 1, etc., etc. Et donc, on se retrouve avec le modèle suivant qui rentre parfaitement bien dans notre nuage de points. C'est génial. Donc là, si vous connaissez déjà scikit-learn, vous pourrez vous dire « mais ça, je peux le faire dans scikit-learn ». Et oui, je vous recommande de faire ce genre de choses dans scikit-learn parce que c'est plus performant. Et là, je vous ai simplement montré ça à pur titre informatif et éducatif. Ok, on va maintenant parler de la fonction Minimize qui nous permet de minimiser n'importe quelle fonction mathématique. Donc j'ai ici créé une nouvelle fonction f qui nous donne la courbe suivante, sur laquelle au passage on trouve plusieurs minimums. Donc ça va être assez intéressant de voir ce que Minimize nous retourne comme minimum. Donc pour utiliser cette fonction, c'est très simple, on va venir la chercher dans le module Optimize, et ensuite tout ce qu'on a à faire, c'est de faire passer notre fonction f, ainsi qu'un point de départ x0. Par exemple, le point x-8 qui va être le point ici, sur notre courbe. Donc on écrit x0 égale moins 8. En fait, à partir de ce point x0, la fonction Minimize va exécuter un algorithme de minimisation qui va peu à peu converger vers le premier minimum qu'il rencontre. Ces algorithmes, on les retrouve tous dans la documentation et ils vont en général s'inspirer de la méthode de Newton ou bien de la descente de gradient. Et si vous ne connaissez pas cette dernière, ne vous en faites pas parce que j'ai créé une super vidéo qui explique très simplement ce que c'est la descente de gradient. Je vous conseille de la regarder. Donc, si on exécute notre code, eh bien, on va avoir un message assez long dans lequel on nous dit que l'optimisation a été un succès, et puis on a des nombres. Tous ces nombres ne nous intéressent pas forcément. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est tout à la fin, qui nous indique la coordonnée pour laquelle on a trouvé notre minimum. Donc là, on nous indique que le minimum, il est à moins 6,7, c'est-à-dire qu'il se situe ici. Sauf que ça, c'est le minimum local. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le minimum global, celui qui se situe tout en bas. Alors pour le trouver, on pourrait choisir un autre algorithme, mais parfois une solution qui marche un petit peu mieux, c'est tout simplement de choisir un autre point de départ. Donc on pourrait choisir comme x0 la valeur moins 5, et cette fois-ci, on obtient moins 1,38, qui semble être, notre minimum global. Donc cette fois-ci,
c'est une mission accomplie. Alors ce résultat, si on veut l'enregistrer, ce qu'on va faire, c'est écrire .x à la fin pour accéder à cette valeur. Puis ça, on va l'enregistrer donc sous une variable result. Et après, en écrivant quelques lignes de matplotlib, eh ben, on peut afficher tout ça sur un seul et même graphique. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit scatter avec result et f de result. Et puis j'ai également écrit scatter x0 avec f de x0 pour indiquer mon point de départ. Donc voilà pour la fonction minimize. Vous avez vu, elle est très simple à utiliser. Mais ce qui est génial avec cette fonction, c'est qu'on peut aussi l'utiliser avec des fonctions à 2 dimensions ou 3 dimensions. En fait, on peut l'utiliser avec des fonctions à autant de dimensions qu'on le désire. Et c'est là que ça devient très puissant. Par exemple, dans la dernière vidéo sur matplotlib, on avait créé cette fonction qu'on avait visualisée à l'aide d'un contour plot. Sur ce contour plot, on peut clairement voir la présence de maximum et de minimum. Par exemple, ça c'est un minimum. Eh bien, on va pouvoir se servir de la fonction minimize comme avant, sans rajouter la moindre difficulté. Ce qu'on va faire en revanche, c'est qu'on va devoir initialiser la fonction avec 2 points, puisqu'on travaille en 2 dimensions. Donc disons qu'on va initialiser x0 pour être aux coordonnées 0, 0. Donc j'écris np zeros de dimension 2, 1, et ce point, on peut déjà le visualiser avec matplotlib, il se situe ici. Maintenant, on va faire passer ce x0 dans notre fonction minimize. Donc comme avant, on écrit optimize.minimize, on fait passer f, on fait passer x0 égale x0, et c'est tout. C'est bon, tout est défini. À ce stade, on peut écrire .x, on va enregistrer ça sous une variable result, égale tout ça, et grâce à matplotlib, de la même manière, on va afficher nos coordonnées finales, et donc c'est une mission accomplie. C'est génial. Donc voilà comment faire des minimisations avec le module Optimize. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce module pour cette vidéo. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir plus de contenu concernant ce module. Maintenant, on va passer au traitement du signal. Alors, dans matplotlib, on a plusieurs modules à disposition pour faire du traitement du signal. Tout d'abord, on a bien sûr le module Signal Processing, dans lequel on va trouver énormément de fonctions pour faire des convolutions, des filtres, bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais on a aussi un autre module très intéressant, très puissant, c'est un module qui permet de faire des transformations de Fourier. Donc on va voir les deux, on va commencer par s'échauffer tout doucement avec ce qu'il y a dans Signal Processing. Je vais en l'occurrence vous montrer une fonction très simple, la fonction dTrend. Cette fonction, elle nous permet d'éliminer toute tendance linéaire qu'on aurait dans un signal, comme par exemple le signal qu'on a ici à l'écran. Donc si on veut éliminer cette tendance, on va d'abord importer le module Signal, et une fois que c'est fait, on peut utiliser la fonction dTrend qui se trouve dans le module Signal. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire passer notre signal Y, et on va l'enregistrer dans une nouvelle variable, disons, qui est égale à new Y. Et enfin, si on affiche les deux avec matplotlib, on obtient notre signal originel, ainsi que le signal dans lequel on a éliminé la tendance linéaire qu'on avait auparavant. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour s'échauffer. Parce que maintenant on va parler de quelque chose de beaucoup plus puissant, la transformation de Fourier. Alors si vous ne savez pas du tout ce que c'est la transformation de Fourier, c'est en fait une technique mathématique qui permet d'extraire et d'analyser les fréquences qui sont présentes dans un signal périodique. Par exemple, sur le graphique qui est tout à gauche, vous avez 3 signaux périodiques avec chacun sa propre fréquence. Ces 3 signaux, si on les combine ensemble, ils vont nous donner le signal qu'on a sur le graphique du milieu. Et c'est ce genre de signaux-là qu'on retrouve tout autour de nous. Dans le son, dans les ondes qui sont autour de nous, c'est à chaque fois des combinaisons de fréquences. Eh bien, la transformation de Fourier, elle permet de prendre un signal comme celui-ci, et d'en extraire les différentes fréquences qui le composent. Le résultat, ça donne un graphique qu'on appelle un spectre, dans lequel en abscisse on observe les fréquences, et en ordonnée on observe une amplitude pour chaque fréquence. Donc là, sur le graphique tout à droite, on retrouve 3 pics qui représentent chacun une des fréquences qu'on avait sur le signal tout à gauche. Donc si on veut générer un tel spectre avec SciPy, on va charger le module FFTPack et on va utiliser 2 fonctions à l'intérieur de ce module, la fonction FFT et la fonction FFTFrec. Donc pour vous montrer ça, j'ai ici généré le même signal que celui qu'on vient de voir, et on va d'abord importer le module FFTPack, puis on va créer une variable Fourier qui est égale à ffTPack.fft de mon signal Y, et on va aussi créer une variable fréquence qui est égale à ffTPack.fftFrec.
et à l'intérieur de ça, on va faire passer le nombre d'éléments qu'on a dans Y. À ce stade, on peut déjà tracer notre spectre, mais il ressemble pas vraiment à ce que je vous avais montré il y a quelques instants. Vous en faites pas, c'est normal. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on utilise ces fonctions, on va aussi avoir des fréquences négatives et des amplitudes négatives. Donc pour filtrer tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable power qui est égale à la valeur absolue de mon signal de Fourier. On va faire passer cette variable power dans notre graphique et on va aussi prendre la valeur absolue de nos fréquences. Et désormais, on obtient le spectre qu'on est censé avoir. Donc sur ce spectre, on peut lire 3 pics qui correspondent à nos 3 fréquences. Alors maintenant, vous pourriez vous demander, ok, c'est cool, mais ça sert à quoi ce truc? Eh bien, les applications de la transformation de Fourier sont juste infinies. Par exemple, on peut s'en servir pour filtrer un signal. Imaginez donc qu'on ait le signal en haut à gauche qui soit complètement perdu dans du bruit. Eh bien, ce signal, on peut réussir à le filtrer pour obtenir le résultat en bas à droite en seulement 3 étapes très simples. Ces étapes, je les ai représentées avec les petites flèches vertes. Donc la première, ça va être ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire faire la transformation de Fourier pour produire le spectre de notre signal. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'utiliser du Boolean indexing pour éliminer dans ce spectre toutes les valeurs qui sont inférieures à un certain seuil. Donc en résultat, on a un spectre qui est nettoyé, il est clean. Et enfin, la dernière étape, ça va être d'utiliser ce spectre et d'y appliquer la transformation de Fourier inverse pour repasser dans le monde réel et on aura ainsi un signal parfaitement propre. Allez, donc je vous montre ça tout de suite. Imaginons que cette fois-ci notre signal soit donc très bruyant, ce qui nous donne le spectre suivant. Voilà, on a pas mal de bruit dans notre spectre. Donc maintenant, on va filtrer ce spectre. Donc on va écrire que Fourier, qui est égal à mon spectre, est égal à 0 pour toutes les valeurs qui sont inférieures à un certain seuil. C'est-à-dire, on va dire toutes ces valeurs-là qui sont inférieures à 400. Donc on va dire que Fourier, quand power est inférieur à 400, et bien tout ça c'est égal à 0. Donc on exécute notre cellule, et désormais, si on affiche tout ça avec Matplotlib, on voit très clairement que notre spectre est nettoyé. Il n'y a plus de bruit dedans. Donc maintenant, la dernière étape, c'est de prendre ce spectre et d'y appliquer la transformation de Fourier inverse. Pour ça, à l'intérieur de FFTPAC, on trouve une fonction qui s'appelle IFFT, qui veut dire transformation de Fourier inverse. Et dans cette fonction, on va tout simplement faire passer notre spectre Fourier. Et ça, on va dire que c'est égal à une variable qui va s'appeler filtered signal. On exécute notre cellule et avec un petit peu de Matplotlib, regardez ce qu'on obtient. Notre signal filtré, ici en orange, que j'ai dessiné, par-dessus notre signal original qui était rempli de bruit. Donc cet exemple nous montre à quel point cette technique peut être extrêmement puissante en traitement du signal. Voilà, c'est à présent tout ce que j'ai à vous dire sur le traitement du signal. On va enchaîner avec la dernière partie qui parle du traitement d'image. C'est parti. Alors, pour faire du traitement d'image avec SciPy, on a le module HandyImage qui nous propose beaucoup de fonctions. On a des fonctions pour faire des convolutions, on a des fonctions pour faire des filtres de Fourier, c'est un petit peu semblable à ce qu'on vient de voir, on a des fonctions pour faire des interpolations, on a des fonctions pour faire des mesures sur des images, chose qui peut être très utile, vous allez voir dans quelques instants, et on a aussi des fonctions pour faire de la morphologie. Et ça, c'est peut-être une technique que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle, donc laissez-moi vous la présenter. Alors, la morphologie, c'est une technique mathématique qui permet de transformer des matrices, et donc par la même occasion, des images. Le principe est très simple. On définit une structure, le plus souvent ça ressemble à une croix, et cette structure va se déplacer de pixel en pixel sur toute notre image. Lorsqu'elle va rencontrer un pixel blanc, cette structure va effectuer une opération. Elle va soit imprimer tout autour d'elle des pixels blancs, selon son motif, c'est ce qu'on appelle la dilation, ou à l'inverse, elle va effacer tout autour d'elle des pixels, c'est ce qu'on appelle l'érosion. Si on regarde à quoi ressemble une dilation sur toute cette image, eh bien notre structure va commencer avec le pixel en haut à gauche, et il ne va rien imprimer, il va continuer ainsi et ainsi jusqu'à ce qu'il va rencontrer le premier pixel blanc, et à ce moment-là, il va imprimer 4 pixels blancs tout autour de lui selon son motif. Donc on se retrouve avec ce résultat. Ensuite, il passe au pixel suivant qui est également un pixel blanc, donc il va réimprimer tout autour de lui 4 pixels. Et ainsi de suite, on arrive au résultat suivant. A l'inverse, le processus d'érosion, ça va effacer les pixels qui sont tout autour lorsqu'on rencontre un pixel blanc. Donc voilà ce qu'on obtient.
Ici, des pixels blancs sont aperçus, donc on efface tout ce qu'il y a autour. Et on continue, ainsi de suite, jusqu'à arriver à ce résultat final. Ces deux techniques de morphologie, on peut les utiliser pour, par exemple, enlever les petits artefacts qu'on aurait sur une image. Donc là, j'ai importé NDImage et j'ai créé une image X dans laquelle il y a ce genre de petit artefact. Et ce que je peux faire, c'est écrire OpenX, par exemple, qui va être égal à ndimage.binary opening, qui est en réalité la combinaison entre une érosion et une dilation. Donc on va utiliser cette fonction qui est plutôt pas mal pour retirer les pixels qui sont des artefacts. Et à l'intérieur de ça, on va faire passer X. Puis maintenant, si on observe à quoi ressemble OpenX, on obtient l'image suivante. Donc on a supprimé les artefacts, mais en même temps, on a un petit peu perdu de l'information sur notre image parce qu'on peut voir que les coins là ont disparu. Comme on dit, toute chose a un coût, et ici, le coût, c'est d'endommager un petit peu la structure qui nous intéresse. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, je vous propose de terminer cette vidéo par une petite application. Donc on est là dans Google Images, on va essayer de trouver une photo de bactéries ou de cellules, ce genre de choses. Typiquement cette photo, elle me semble pas mal, donc on va la télécharger, et ensuite on va essayer de faire trois choses. La première, ça va être d'extraire les bactéries de l'arrière-plan de la photo. La deuxième, ça va être d'utiliser les techniques de morphologie pour enlever quelques artefacts qu'il pourrait y avoir sur cette photo. Et troisièmement, une fois qu'on aura bien nettoyé cette photo, on utilisera une fonction à l'intérieur de NDImage pour mesurer la taille de chacune des bactéries qu'on a sur cette photo. Et on présentera tous ces résultats dans un graphique Matplotlib. Donc c'est parti, on va télécharger cette photo. Et maintenant qu'on l'a téléchargée, on va pouvoir l'importer dans Jupyter. Cette image, elle est en 3 dimensions, ce qui n'est pas pratique lorsqu'on manipule des images. Donc on va réduire cette image à 2 dimensions en faisant du subsetting. Donc on sélectionne nos 2 premières dimensions et pour la 3e dimension, on écrit juste 0. Voilà, donc on se retrouve avec l'image suivante. Et maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Donc la première chose, c'est qu'on va extraire les bactéries de l'arrière-plan. Et pour ça, je pense qu'on peut tout simplement utiliser du Boolean Indexing. Avec NumPy, ça fera l'affaire. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer une copie de mon image, parce que cette copie, je vais l'aplatir avec la fonction Ravel pour en faire un histogramme. Donc j'écris plt.hist de image2, que j'aplatis avec Ravel, puis on va faire 255 catégories pour notre histogramme, parce que dans une image, en général, les pixels peuvent prendre 255 valeurs, en tout cas une image à 8 bits, et donc ça nous donne l'histogramme suivant, qui est vraiment sympa pour le coup, parce qu'on peut clairement distinguer 3 nuances, 3 groupes. Donc on a ici un groupe sombre, ici un groupe un peu gris clair, et là on a vraiment le blanc. Et si on regarde notre image, eh bien on a vraiment 3 paquets de couleurs. On a du blanc qui entoure nos sortes de bactéries, on a un gris clair qui est l'arrière-plan, et nos bactéries, elles sont noires. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'extraire les bactéries, c'est-à-dire les pixels les plus sombres. Et on dirait vraiment que ça correspond à cet endroit-là de notre histogramme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du Boolean Indexing pour filtrer tout ce qui est inférieur à, disons, allez, 0,6 ou 0,5. Donc on va écrire que image est égale à image lorsque celle-ci est inférieure à 0,5. À ce stade-là, on a donc un masque, puisque la réponse à cette question, ça va être soit vrai, soit faux. Mais ce masque, d'une certaine manière, on peut s'en servir comme d'une image lui-même. On aura juste une image binaire, donc on va l'observer. On dirait qu'on a un peu trop filtré, mais le résultat est quand même pas mal. Peut-être qu'on pourrait essayer avec un nouveau threshold, un nouveau seuil de 0,6. Oui, on a un petit peu plus de qualité concernant nos bactéries. Par contre, maintenant, on a 2-3 artefacts. Donc ces artefacts, on va essayer de s'en débarrasser. Pour ça, on va pas se prendre la tête, on va simplement copier-coller le code qu'on avait utilisé avant pour faire notre ouverture d'image. On remplace simplement X par notre image, et ça nous donne le résultat suivant. Et on peut clairement voir que, voilà, on a 2-3 artefacts qui ont disparu, mais bon, il en reste toujours un petit peu, mais vous avez compris l'idée, on va continuer d'avancer dans cette vidéo. Maintenant qu'on a clairement séparé notre arrière-plan des bactéries qui nous intéressent, on va utiliser la fonction label qu'il y a dans NDImage pour segmenter cette image et mettre une étiquette sur chacune des bactéries qu'on peut voir. Donc cette fonction label, elle nous retourne 2 variables. Une variable qu'on va appeler label image et qui va être
notre image sur laquelle on met une étiquette sur chaque bactérie qu'on peut voir. Et la deuxième variable qui nous est retournée, c'est le nombre d'étiquettes qu'on a pu placer sur cette image. Donc on écrit que tout ça, c'est égal à ndimage.label de notre image OpenX. Et donc typiquement, on va voir que dans cette image, il y a 53 petits groupes qui ont été créés. Et si ces groupes, on veut les visualiser, on va écrire plt-imshow de label image. Et là, on peut voir les différents groupes de bactéries qui ont été créés à partir de notre image. Maintenant, pour finir, on va utiliser une autre fonction qu'il y a dans ndimage, c'est la fonction sum, qui va nous permettre de compter tous les pixels qu'il y a dans chaque groupe. Autrement dit, ça va nous permettre de mesurer la taille de chaque bactérie qu'il y a sur cette photo. Bien sûr, une taille relative. Cette taille, elle veut rien dire d'un point de vue scientifique. Mais quand même, ça va être intéressant. Donc, on va écrire une variable sizes qui est égale à ndimage.sum. Et dans cette fonction, on va faire passer notre image originale, qui est OpenX, puis on va faire passer notre image qui contient nos étiquettes. Et pour finir, on va indiquer à travers range le nombre d'étiquettes qu'on a envie d'examiner. Et donc, sizes, c'est un tableau NumPy qui comprend 53 éléments. Et on a la taille de chaque élément qu'il y a sur notre photo. Et donc, pour finir, avec Matplotlib, on va pouvoir afficher toutes ces tailles à l'écran. Donc, on va faire range and labels en abscisse et en ordonnée. On va tout simplement afficher nos tailles. Et voilà, on obtient dans un graphique les tailles de nos différentes bactéries sur cette photo. Et à partir de là, boum, on a un dataset. On pourrait commencer à calculer une moyenne, faire des statistiques, calculer un écart type. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que on a réussi à créer ce graphique en seulement 10 minutes à partir d'une photo qu'on a téléchargée sur internet, comme ça, au hasard. Je veux dire, c'est génial. Donc dans ndimage, croyez-moi, vous pouvez vraiment faire des choses très très chouettes. D'ailleurs, cette photo, si vous voulez jouer avec, vous en faites pas, je vous mets un lien dans la description, vous pourrez la retélécharger et faire les mêmes expériences que je viens de faire. Voici maintenant la réponse à l'exercice de la dernière vidéo, dans laquelle je vous avais conseillé d'utiliser les subplots à l'intérieur d'une boucle for pour afficher sur un seul et même graphique toutes les différentes variables qu'on pourrait avoir dans un dataset. Pour faire ça, on commence par enregistrer dans une variable n le nombre de colonnes qu'il y a dans x, donc la dimension 1, parce que le nombre de colonnes, c'est le nombre de variables. Ensuite, on crée une figure, puis on écrit une boucle for qui va faire une itération sur le nombre n, c'est-à-dire le nombre de variables qu'on a. À l'intérieur de ça, on va écrire plt subplot, et on va écrire qu'on veut n divisé par 2 lignes et n divisé par 2 colonnes. Et j'écris 2 fois le symbole division pour être sûr de tomber sur un nombre entier. Enfin, à l'intérieur du subplot, j'écris à chaque fois que je veux travailler avec le graphique i plus 1. Tout simplement parce que dans mon range, ici, on commence à 0. Sauf que le graphique 0, il n'existe pas. Ça commence toujours avec le graphique 1. C'est pour ça qu'on écrit i plus 1. Ensuite, à chaque fois que je vais plot un scatter, je vais par exemple plot en abscisse 0, mais vous pourriez adapter et mettre autre chose en abscisse. Et je vais faire i pour les ordonnées. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Après, je rajoute des axes. Maintenant, dans la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question en commentaire. Comment on fait pour rajouter une légende lorsqu'on a scatter et qu'on a différentes catégories à l'intérieur de scatter? Alors, le plus simple, ça sera d'utiliser Seaborn, et on va voir comment s'en servir dans quelques vidéos. Mais en attendant, avec Matplotlib, on peut également faire une color bar dans laquelle notre échelle, c'est-à-dire nos ticks, vont être la liste des différents éléments qui apparaissent une seule fois à l'intérieur de Y. Donc on utilise la fonction npunique qu'on avait vue dans les vidéos NumPy. Voilà, si vous avez d'autres questions, comme vous pouvez le voir, laissez-les en commentaire et je n'hésiterai pas à y répondre en vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai montré certaines des fonctionnalités les plus utiles avec SciPy. Croyez-moi, vous pourrez vous distinguer de certains autres data scientists par le simple fait que vous maîtrisez SciPy. Tout simplement parce que tout plein de data scientists omettent d'utiliser SciPy. Et c'est une erreur. Parce que le machine learning, c'est pas juste une histoire de données qu'on fournit à une machine et puis voilà, c'est terminé. Non, ces données, il faut les travailler, les nettoyer, les filtrer. Bref, il y a tout plein de choses qu'on peut faire sur des données avant de les fournir à une machine. Voilà, dans cette formation, je vais faire qu'une seule vidéo sur SciPy parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir avec Panda et Scikit-learn. Mais si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur SciPy, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait apprendre des choses en regardant cette vidéo,
Merci de partager cette vidéo avec lui. Et comme d'habitude, merci de liker la vidéo, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.